Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Derrière le givre sur cette vitre, c'est le petit matin. Nous étions samedi le 20 décembre 2025 pour ce Vidéorandia numéro 51. Et comme il y a 52 semaines dans l'année, on est très proche de la fin de l'année, puisque c'est Noël bientôt. Que sommes-nous venus faire sur cette terre? Avec plusieurs invités mémorables de nos émissions, car comme vous savez, depuis la semaine dernière, nous sommes dans la 50e année d'ésotérisme expérimental. Vous vous souvenez, les émissions ont débuté en décembre 1976 et Richard Glenn, de semaine en semaine, depuis 49 ans, bien compté, a produit ésotérisme expérimental pour la télévision, en dehors des émissions de radio et des conférences. 40 ans d'histoire, non, 49 ans d'histoire maintenant, avec des invités mémorables, dont nous allons en retrouver quelques-uns aujourd'hui. Bonne émission. Bienvenue tout le monde. Eh oui, j'essaie de vous attraper comme la semaine dernière. Ben non, mais c'est le vieux Richard Glenn maintenant. Ça, c'était le Richard Glenn des années 70-80. Et oui, la flamme est toujours là. Il faut que ça continue parce que il y a des choses qui évoluent très rapidement. Tout le monde s'en rend compte. Même aujourd'hui, on va parler beaucoup du phénomène extraterrestre en particulier, mais pas à la manière des ufologues. Déjà, on en parlait il y a 50 ans. Noël. Les témoins, c'est des bergers dans des champs où ils gardent les moutons. Ils entendent un son dans les airs qu'on a appelé le chant des bergers. Le chant des anges. Oui, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Excusez ma voix, mais ça donnait le ton. Les rois mages, eux, disent encore de manière plus spécifique, il y avait une étoile qui brillait plus que toutes les autres dans le ciel et qui se déplaçait, allait dans une direction précise pour descendre à un lieu précis, Bethléem. Ben là, il faut commencer à comprendre que ce sont peut-être des témoins d'OVNI. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui diraient on a vu un signe dans le ciel, là, quelque chose qui était plus brillant que la Lune, plus brillant que les étoiles, pas plus gros que la Lune, mais quand même, et à l'endroit précis où ils sont allés. C'est un mythe fondateur d'une religion qui a tenu pendant 2000 ans. Encore aujourd'hui, lorsque les gens deviennent plus adultes, plus conscients, je dirais, ils passent de la croyance au Père Noël. C'est la raison pour laquelle, une fois par année, je peux porter la tuque rouge du Père Noël, écoute, un peu la barbe blanche, la moustache, les lunettes, ça commence à ressembler un peu au Père Noël. Et qui vient du pôle Nord, par la voie des airs, qui dans la nuit entre dans les maisons pour donner des cadeaux, ou autrefois on rajoutait peut-être des morceaux de charbon aux enfants qui avaient été maussades au cours de l'année. Mais pour les autres, c'était comme un moment de plaisir, de joie, et pourquoi pas. Maintenant, on sait que dans l'Église, qui ont toujours une retenue concernant les gens qui disent avoir vu des choses. Tu sais, les religieux dans des couvents, ils sont là pour prier Jésus, la Vierge et tout ça. Mais s'il y en a une qui rapporte qu'elle a vu Jésus qui est venu dans sa chambre ou Michel Archange qui est passé à travers le mur, on ne veut pas l'entendre. On va aller l'enfermer dans une place ou dans un hospice ou quelque chose parce que c'est drôle, on y croit, mais quand ça se produit, il ne faut plus y croire. Ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, on va toucher à plusieurs sujets avec des invités comme Louis Lefebvre, dans les années 80, a parlé des extraterrestres et des intraterrestres à Garta et Shambhala. On a eu Serge Mona, lui-même, aborde le phénomène extraterrestre. Et quelques autres. Je vous ai promis qu'on retrouverait aussi François Chartrand. Il va nous révéler où il est allé dans ce téléphone qu'il m'a fait à partir d'un aéroport de Montréal, le dernier téléphone qu'il faisait avec son cellulaire. Vous allez comprendre pourquoi je disais c'est
C'est le dernier parce que là où il s'en va, le téléphone cellulaire ne fonctionne pas. Moi, de mon côté, la semaine dernière, j'ai commencé l'émission, si vous vous en souvenez, en vous faisant entendre un député, Bernard Généreux, qui a été coupé par, j'ai passé par les ondes de Radio-Canada qui font de la censure, puis qui ont trouvé que peut-être il en disait trop. Ça devait déranger un peu l'establishment. Bon, alors, je l'ai contacté parce que j'ai reçu ce petit pamphlet politique et le numéro de téléphone de Bernard Généreux était dessus. Alors, je l'ai appelé et voici ce qui s'est passé. D'abord, revenons sur la fin de ce qu'il disait en radio dans une envolée concernant l'immigration. La demande n'était pas là. En fait, l'offre n'était pas là. Donc, inévitablement, tout a augmenté de façon exponentielle dans les dernières années parce qu'il est rentré beaucoup trop de monde. Nous sommes pour une immigration contrôlée et... Monsieur Généreux, est-ce que vous nous entendez? Alors, visiblement, nous avons perdu la communication avec Bernard Généreux, le député conservateur du comté de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, qui nous parlait de cette fin de session parlementaire à la Chambre des communes à Ottawa. Non, ça arrive plusieurs fois, même, c'est pas aussi tranché comme dans votre cas, ça a été coupé complètement, le son était bon, tout était bon, d'un coup, pop! Ah, plus rien, ouais, non, mais en tout cas, dans mon cas, j'étais dans une zone qui était malheureusement mal couverte, là, puis j'aurais dû arrêter. Mon épouse était avec moi, elle dit arrête, ça va vite. En tout cas, finalement, je suis pas arrêté parce que l'endroit où j'étais, j'aurais pu arrêter un emploi, ça aurait marché, ou j'aurais pu arrêter un endroit où ça marchait pas. Comme ça, vous aussi, vous avez un petit ordinateur à côté de vous, là, biologique, là. Ah, écoutez. Vous aussi. Mon épouse, oui, c'est mon ordinateur biologique, oui. Ah, il voit puis il pense à des affaires qu'on pense pas, des fois. Oui, exactement. Oui. J'aurais dû l'écouter, mais en fait, j'ai commencé mon appel quand je suis parti de ma maison. De ma maison, j'ai pas de problème, ça marchait super bien. Oui. Aussitôt que je monte la côte, puis j'arrive dans la 132, oui. Ça marche plus. Fait que c'est malheureux, mais... Ben, je l'ai remarqué, moi, la semaine passée, on y est allé justement dans cette région-là, puis il y a des bouts, il n'y a pas de cellulaire. Oui, OK. Merci beaucoup d'avoir appelé, c'est bien gentil. Ben oui, alors je me suis mis les pieds d'un plan en pensant que c'était Radio-Canada qui vous avait censuré. Ah non, il n'y a pas de... C'est bon, OK. OK, ben bonne... OK, joyeuse fête à vous. À vous de même. Au revoir. Ouais. Ben oui, c'est elle, son épouse. Alors, vous voyez, il faut remettre les horloges à l'heure parce que quand même, l'événement semblait fortuit, un hasard. Hein. C'est vrai qu'ici, dans la région où on circule, souvent, on a une coupure dans le cellulaire parce qu'on est à la limite des antennes. Tant mieux, Geneviève est bien heureuse de ça parce qu'elle est allergique, j'allais dire, elle est sensible aux champs électromagnétiques et en particulier les antennes émettrices. Eh oui, alors, les choses sont placées. Monsieur Généreux, je dirais généreux de sa présence puisqu'il m'a répondu tout de suite. Il a donné suite à notre quête d'information. Maintenant, je vous amène à écouter François Chartrand, première partie. Deuxième partie plus tard dans l'émission, c'est là où il est allé, pourquoi il est allé là et qu'est-ce que ça signifie sur les plans ésotériques et, je dirais, cosmiques. On s'en parle plus tard. Pour le moment, on est lancé en politique là, avec M. Généreux, mais on va l'entendre, lui, parler de la souveraineté. Et à travers son témoignage, j'ai pensé vous faire entendre la définition de la souveraineté, que j'ai entendu la plus belle formule pour expliquer c'est quoi la définition de souveraineté. L'indépendance, puis tout ça, la liberté, oui, mais la souveraineté, ça voudrait dire quoi? On va écouter ça ensemble. Alors, on retrouve François Chartrand. Ça va nous mener vers une crise existentielle. Là, c'est pas l'indépendance du Québec qu'on essaie de défendre, c'est son existence. L'existence même du Québec est menacée à cause de ça. La pire chose qu'on peut faire, c'est retourner encore au scrutin pour un référendum sur l'indépendance du Québec. Parce que si tu poses la question, c'est parce que tu n'as pas compris qu'on est déjà indépendant. Alors, ça donne quoi de vouloir un divorce quand tu n'es pas marié? On peut être indépendant, mais on n'est pas souverain. Ben, c'est-à-dire que l'indépendance ou la souveraineté, c'est d'abord et avant tout, c'est un devoir. Les gens s'imaginent que c'est un privilège, qu'il y a quelqu'un quelque part qui va nous donner la souveraineté. Mais non, la souveraineté, c'est un devoir. C'est très exigeant. Et on l'a en notre possession dès maintenant, la souveraineté.
potentiellement. Mais évidemment, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer si on veut que ça devienne effectif. On dit qu'un pays souverain, une des premières caractéristiques, c'est d'avoir le droit de battre son argent, c'est-à-dire faire sa monnaie. Ouais. Voilà. Voilà. Puis moi, il y a et pas donner les revenus de tout ça à des privés, dans des particuliers qui mettent ça dans leur poche, là. Comme c'est le cas des banques actuellement, qui sont des banques privées. C'est pour ça que je base sur le droit coutumier, les droits ancestraux. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi. Qui vous viennent en tête quand j'évoque le thème souveraineté. Ça serait quoi, mettons, des synonymes qui nous permettraient de bien circonscrire ce thème-là? Autonomie, indépendance, autosuffisance, ouais. Responsabilisation, j'aime beaucoup ça. Choisir qui on aime, qui on est, avec qui on veut, absolument. Donc ça évoque aussi mettre ses limites, hein? Moi, il y a comme une formulation qui m'est venue dans le mois dernier là, qui fait du sens, je vais vous la partager. Pour moi, comme la personne souveraine, c'est quelqu'un qui ne domine pas et qui n'est pas dominé. Qui est dans sa vérité, qui partage. Tu as le droit à ton avis, c'est pas la mienne, c'est pas mon avis, ça peut cohabiter. Si toi tu décides, ça cohabite pas. C'est une bonne réponse. Très belle définition, n'est-ce pas? C'est légèrement différent de celle du dictionnaire, qui est au-dessus des autres dans son genre, ou qui est l'autorité suprême. On aura l'occasion d'entendre beaucoup de conférenciers au cours de cette rencontre, ce rassemblement, des gens qui font partie d'une nouvelle culture. Oui, qui ne domine pas et qui n'est pas dominé. Alors que dans le dictionnaire, on va donner l'impression que c'est celui qui vit, le souverain pontife. Il est là pour diriger le troupeau. Tu sais, un peu comme à Fatima. Les petits-enfants étaient des gardiens de troupeaux de moutons. Et puis, ils ont vu le symbole passer, le soleil passer sous les nuages. C'est interprété par des ufologues modernes, dont Jacques Vallée, comme étant un phénomène ovni. D'ailleurs, les gens qui étaient à distance de Fatima voyaient sa coupe comme une galette plate, alors qu'en dessous, on voyait bien le rond, et ça descendait comme une feuille morte sur la population. 72 000 témoins. Là, c'est plus que de l'hypnose, c'est collectif. C'est étrange qu'il y avait des incroyants en ça qui sont tombés croyants qu'il y avait quelque chose, et c'était la Madone, la Sainte Vierge, qui là, serait apparue le 13 de chaque mois pendant plusieurs mois dans l'année 2017. Alors maintenant, avec François Chartrand, on va comprendre pourquoi il a quitté le Québec, où est-ce qu'il est allé. Là, on a vu que c'est sa femme qui l'attendait depuis longtemps. Alors, il continuait à faire des vidéos. Il a retiré lui-même les vidéos. On l'a dit la semaine dernière. J'aurais aimé vous faire entendre Jean-Claude Juncker. Vous souvenez-vous, Jean-Claude Juncker, qui parle plusieurs langues et qui a communiqué avec des êtres qui nous observent de loin. C'est ce qu'il disait en pleine réunion de la communauté économique européenne, au Parlement de l'Europe. Des êtres qui nous observent et sont déçus de notre comportement sur Terre. Alors, on va aller retrouver maintenant un autre dans le domaine de la politique, Louis Lefebvre. Ici, j'ai écrit politicologue au lieu de politologue. Les politologues, c'est des gens qui observent la politique de l'extérieur. Le politicologue, c'est quelqu'un qui est les deux pieds dans la politique, impliqué dans le mouvement politique. Mais lui, ce n'est pas dans un parti, c'est au-delà de ça. Et là, ça passe pour entrer dans un avion, pour aller à des réunions, n'importe où dans le monde.
Et il a donc des compétences exceptionnelles. Il nous avait mis au courant de plein de détails, autant un peu comme Serge Mona, qui nous avait beaucoup impressionnés, parce que lui, c'était tout de suite de calibre international, tout ce qu'il disait. Et on le vit maintenant, hein, on l'a compris avec la vaccination massive et tout le reste. Tantôt, on va le retrouver, Serge Mona. Mais là, Louis Lefebvre va nous mettre des informations en 1987-88, que ça a pris 20 ans, 30 ans pour savoir à quoi ça rime. Lui, il parlait de l'Institut M. L'Institut M, on ne savait pas de quoi il parlait. Moi, j'avais appelé ça Machiavel. Ah, il dit, c'est à peu près ça. Oui, oui, ça ressemble à Machiavel, leur comportement à l'Institut M. Alors, on va retrouver maintenant M. Louis Lefebvre qui va donner l'explication. Regardez bien ça, ça a été enregistré en 1987-88. Du gouvernement mondial, ça les principaux ministères connus aujourd'hui oui. sont l'UNESCO, au point de vue de culture, c'est la trilatérale, au point de vue développement économique et industriel, le Club de Rome, au point de vue social, les Bilderberger qui gèrent, c'est-à-dire la finance, qui gèrent le volume monétaire des États, et le Fonds monétaire international qui distribue l'argent comme la Banque centrale. Ça, c'est 5 ministères. Par contre, il y en a... Le gouvernement mondial. Oui. Qui est déjà présentement, c'est parallèle. C'est paragouvernemental. C'est des organismes mondiaux, internationaux, globaux et paragouvernementaux présentement. Bon, mais... Maintenant, il y en a un qui est secret, c'est l'Institut M que j'appelle, qui est au point de vue politique, des programmes politiques et l'acheminement politique du monde présentement, qui conseille les principaux chefs d'État. Ouais. Est-ce que... Tout était programmé d'avance. Tout. Dans le plan synarchique, dont j'ai des extraits ici. Mais qui sont les grands Manitou qui manient tout? Ça, c'est un conseil supérieur. Formé de qui, ça? D'hommes qui possèdent plusieurs doctorats, plusieurs maîtrises, qui parlent plusieurs langues, des fois 10 langues, qui se rencontrent par projection. C'est le vrai gouvernement et qui sert d'intermédiaire avec les extraterrestres et les intraterrestres, parce qu'il y a 2 groupes là-bas. Là. Oui. Le Shambhala et l'Agartha. Lisez Sainte Catherine d'Emmerich, je vais voir qu'est-ce que c'est, le Shambhala. Pourtant, c'est une sainte. C'est d'ésotérisme. Moi, je pense qu'il va falloir vous recevoir une 3e fois, M. Lefebvre, pour qu'on mette le doigt sur... Là, vous avez parlé d'extraterrestres, d'intraterrestres. Vous avez parlé un peu du destin du Québec, qui est un destin spécial. Oui, spécial aussi. Il faut qu'on précise toutes ces choses. Le grand monarque, c'est pas pour rien. Chez les Orientaux, c'est le roi des frayeurs. Parce que ce sont l'autre bord de la culture qui les écrasera. Et la source de la force des extraterrestres du bon bord, c'est le Québec. Vous ne savez pas ce que c'est, le Québec. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'on va avoir de ce qu'on aura notre souveraineté association. Ah, c'est épouvantable. C'est pas un problème économique qu'on va avoir, c'est un problème d'assimilation des Émirats qu'on va être obligé d'avoir parce qu'on va manquer de main-d'œuvre. D'où la loi 101. C'est terminé pour aujourd'hui, M. Lefebvre. J'espère que, mesdames, messieurs, vous avez bien apprécié cette rencontre avec ce politicologue ésotériste. Et M. Lefebvre est en conférence régulièrement avec nous. Oui. Avec M. Lefebvre, on parle de l'immigration il y a 30 ans. Il voyait venir tout ça, hein? Comme avec M. Bernard Généreux, qui vient de nous en parler. On va écouter maintenant Serge Mona renfoncer le clou, encore une fois, sur le phénomène extraterrestre, le nouvel ordre mondial, tout ce qui se prépare et qui est derrière tout ça ou au-dessus de tout ça. C'est la question qu'on se pose, tout le monde. On retourne avec M. Serge Mona. Il y a des gens, et dans quel but? Ça, on n'y avait jamais pensé. Il y avait un plan. Il y a un plan d'établi à l'intérieur de ça. Et pourquoi? Le plan est établi, d'après les informations que j'ai eues, parce qu'il va y avoir des centaines de références à la source, d'ailleurs, il y en a dans tous les volumes que j'écris, par les Illuminati, à l'échelle mondiale, dont le but premier, depuis leurs apparitions dans les années 1748,
et la mise sur pied d'un gouvernement mondial. Okay? Un gouvernement mondial présidé à la tête par un dictateur absolu qu'on appelle l'Antéchrist. Beaucoup de personnes se demandaient, l'Antéchrist, écoutez, c'est quoi? C'est un individu, c'est un système. Arrêtez de vous battre, c'est les deux. C'est un individu à la tête et c'est un système par lequel lui va pouvoir traduire sa volonté. Un peu comme Adolf Hitler, le système nazi. Oui, mais au niveau mondial. C'est ça. Et il voulait ça, lui aussi. Là. Ah oui, il voulait en arriver, mais les institutions, la technologie pour arriver à un tel contrôle n'existait pas à cette époque-là. Il était voué à l'échec. Alors que maintenant, ça existe. Avec les ordinateurs, ils ont justement la technologie. Avec les satellites et les moyens de communication instantanés sur toute la planète, ils ont la technologie pour être capables d'appliquer quelque chose de semblable. Et par le biais des Nations unies, le développement de forces multinationales, tant au niveau policier que militaire, et l'interconnexion des différentes bases de données au niveau informatique, à partir des dossiers scolaires des individus, dossiers médicaux, dossiers au niveau des permis de conduire, dossiers au niveau du travail, dossiers au niveau médical, dossiers au niveau de l'impôt. Vous interconnectez les ordinateurs les uns par rapport aux autres et vous avez un schéma complet de chaque individu composant la société. Et si vous les interconnectez avec d'autres systèmes de données, dont le système central est situé à Bruxelles, en Belgique, à ce moment-là, vous avez un contrôle parfait de tous les individus sur la planète au niveau de l'information. De l'information. Oui, des individus de nos sociétés. Des différentes sociétés occidentales, d'accord. Mais les pays du tiers-monde ne sont pas menaçants au nouvel ordre mondial. Eux autres, on ne les a pas numérotés non plus. Là. Justement, tu sais, ça ne lui donnera rien. Par exemple, écoute, si toi, tu joues une partie d'échecs avec quelqu'un, OK, et tu as le choix de choisir au niveau des pièces entre les États-Unis d'un bord puis le Sénégal de l'autre pour un contrôle de la planète, c'est évident que tu vas prendre le pays le plus développé au niveau économique, technologique et militaire. Sinon, tu es voué à un échec en partant. Eux autres, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les États-Unis sont le centre de contrôle de l'entraînement des forces militaires multinationales, comme je l'ai marqué dans le document sur les camps de concentration, et sont aussi l'endroit où les différents corps policiers d'élite et la nouvelle police d'État et la nouvelle police politique internationale est entraînée, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est le centre des opérations. Mais ce à quoi je veux en venir au niveau de la conspiration du Verseau, et là où c'est complètement différent de tout ce qui a été écrit à date, c'est que le volume de la conspiration du Verseau traite de la manière dont les mécanismes intérieurs ont été fabriqués pour être insufflés par la suite dans les populations. Et ça, ce n'est pas décrit nulle part. On a écrit énormément de choses, mais on n'a pas parlé comment est-ce que les mécanismes qui font qu'à partir de l'intérieur des individus, on a développé telle manière de penser, tel mode, telle forme d'écrit, telle forme d'intérêt dans une société, si les gens savaient, comme ils vont le savoir avec la conspiration de l'âge du Verseau, que tout ça a été pensé pour eux autres et les a été imposé d'une façon qu'eux autres ont cru démocratique parce que c'était quelque chose de nouveau, ils vont avoir un choc parce que ça s'appelle de la manipulation. Voilà, c'est ça. Et la conspiration, le sens du mot conspiration veut dire manipulation de l'âge du Verseau. Oui, on change de cycle. Oui, on arrive à un autre cycle. Mais il y a des bonhommes au niveau international qui ont pris, en fin de compte, le sens de cela pour le manipuler en fonction de leurs intérêts personnels. Encore le fameux nouvel ordre mondial. Le fameux nouvel ordre mondial dont parlait le président Bush, en fin de compte, et qui est en train de prendre force de plus en plus, parce que si tu regardes dans les dernières décisions gouvernementales, par exemple du président Bush, pas du président Bush, mais du président Clinton aux États-Unis, il y a des portions complètes de bases militaires américaines et de bases de troupes américaines qui sont transférées au niveau du contrôle de l'ONU sans que personne s'en rende compte à l'heure actuelle. Il y a des journalistes américains la semaine dernière, par rapport à l'émission dont voilà quelques semaines, pour la première fois, et ça les gens, je m'en vais le communiquer aux gens aussitôt que ça va être traduit, là,
pour la première fois, il m'a envoyé la liste détaillée et complète de toutes les bases souterraines américaines et les endroits où ils se trouvent aux États-Unis. Et il y en a au Québec. Il y en a au Québec, il y en a au Canada. Mais c'est la première fois qu'on a une liste complète de toutes ces bases-là à travers l'Amérique. Ça m'amène sur le pas du phénomène intraterrestre ou extraterrestre. Est-ce que dans la conspiration de l'ère du Verseau, on parle du phénomène extraterrestre? Parce que là, dans la conspiration de l'âge Verseau, oui, on va en parler parce que on parle de tout l'appareillage militaire. Et les journalistes américains, ce dont je ne t'avais pas parlé auparavant, je t'en parle pour la première fois aujourd'hui, les journalistes américains m'ont même fait parvenir, avec ces informations-là, une liste des nouvelles technologies employées dans ces bases souterraines qui n'est pas connue par la science à l'heure actuelle. Et là, on parle de choses tangibles et non d'hypothèses. Oui, c'est un sujet délicat à traiter. Les livres de Serge Mona sont proscrits. Si vous en avez des exemplaires, gardez-les précieusement. Ça va être des documents qui vont prendre de la valeur avec le temps. C'est dommage d'en parler de cette façon-là parce qu'il n'a pas parlé dans le désert, puisque beaucoup de gens l'ont entendu, même si les seules entrevues qu'il a données sont en français avec Richard Glenn. Et ça fait boule de neige à travers le monde. C'est boule de neige, j'ai le temps de parler de ça, puisqu'on est en plein hiver. Mais il faut comprendre que des précurseurs qui comprennent des choses avant tout le monde, les avant-gardistes, parce que la société avance comme une vague. Puis on parlait tantôt de la centième vague, la 100 000e vague, l'extrait que je vous ai fait voir tantôt, de la définition de la souveraineté, provient justement d'une de ces rencontres-là qu'on appelait la 100e vague. Et ça a eu lieu les étés, encore l'été dernier, mais ça commence déjà à diminuer l'énergie dans ces rencontres-là. Au début, c'était merveilleux, tout nouveau, tout beau. Mais les gens finissent par trouver ça normal, naturel, et puis ils voudraient quelque chose qui change, qui évolue. Oui, mais la vague, elle évolue. La masse des gens est transportée par ces vagues-là. J'espère que la prochaine, ça ne sera pas un raz de marée qui va venir écraser tout le monde, puis tout va être détruit. Ce qui risque de se produire, effectivement. Et à ce niveau-là, vous allez entendre maintenant, il fallait bien qu'on en arrive à François Chartrand, où est-il allé? Et vous allez voir un texte qui va apparaître à un moment donné durant son exposé, qui a rapport avec cette forme d'avertissement que j'avais donné il y a déjà plusieurs années, dans les années 90, dans le magazine Initiative, que l'hémisphère nord de la planète, je ne pense pas donner d'ici là une plus d'expansion à mon émission, mais juste après, c'est apparu sur Internet. Je suis à la limite de ce que la télévision par câble peut m'offrir comme auditoire et les réseaux nationaux n'accepteront jamais de diffuser mes productions. Qu'est-ce qui vous assure de ce dernier point? Mes contacts avec des extraterrestres. Et c'était dans le magazine, on parlait qu'un nuage de pollution s'abattra sur l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, ça veut dire 90% de la population mondiale est dans l'hémisphère nord. Alors, les êtres qui nous observent, qui sont déçus de la façon dont on évolue, qui avaient prévu des choses il y a déjà longtemps, vous avez sans doute en mémoire les fameuses rencontres dont j'avais fait l'écho seulement et en exclusivité sur le site de Richard Glenn de ces fameux congrès qu'on appelait le COP 15. Le COP 15 de Copenhague en 2009. Il y avait un petit comité guidé par des extraterrestres. J'en ai fait écho dans mes émissions. Sommation extraterrestre COP 15, numéro 1 et deuxième heure. Vous voyez l'image dans la télévision là, qui ressemble à une extraterrestre. Ça, c'est extrait d'une vidéo publicitaire qui était présentée en Angleterre. Et ça a paru ici aussi en Amérique. Et elle expliquait que maintenant, grâce à Internet,
Toute l'humanité est en contact. C'est un peu comme Serge Mona qui vient de nous dire. Maintenant, on a accès à toute l'information. On peut connaître le détail de chaque individu, même dans ce qu'il pense. Au fameux congrès de Copenhague, il y avait la fameuse salle, la chambre de méditation. Il y avait un très haut niveau de prise de conscience. Même les chefs d'État de l'époque boudaient d'aller à Copenhague. Et à la dernière minute, comme quelque chose d'étrange, ils se sont tous présentés les plus importants à ce congrès qui est mémorable. Ça a été le plus gros congrès dont on entend à peu près plus parler. On parle du COP 15. Il y a même eu une deuxième phase du COP 15 à Montréal il y a quelques années à peine. Il y avait eu un défi qui avait été lancé, une sommation. Des êtres extraterrestres étaient venus rencontrer des chefs de chacun de leurs domaines, que ce soit en militaire, médical, politique, économique, éducation. Et dans cette réunion, chacun dans leur langue, ils recevaient dans leur tête l'information de la conversation avec ces êtres extraterrestres. Alors, allez les voir. C'est encore disponible sur Internet, sur YouTube. Ça ressemble un peu à du Orson Welles. Vous vous souvenez, là, La guerre des mondes d'Orson Welles à la radio? Il y avait lu un scénario qui était dans un livre, un roman, et les gens ont tellement cru que c'était une réalité que ça a fait un débordement de fanatiques dans tous les sens, dans tous les côtés. Il y a eu des... on est dans une époque où on est dans une prise de conscience magistrale. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui s'en viennent très bientôt, même dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je vous parlerai du Disclosure Day, qui est un film. Le teaser est déjà disponible sur YouTube. Je vous en parle tantôt. En attendant, je vais vous rappeler qu'on a reçu ici à l'émission Daniel Aran, qui est décédé. C'est étrange, hein? Il avait écrit plusieurs livres sur le phénomène extraterrestre, dont son dernier, qui était inspiré par ce que j'avais discuté avec lui au téléphone en rapport avec les extraterrestres, le gouvernement intérieur de la planète Terre, le maître du monde et tout ça. Il avait dévoilé tout. Moi, je disais, c'est pas quelque chose qu'on met sur la place publique pour tout de suite. Mais il avait eu l'audace d'aller jusque-là. Et Daniel Aran est décédé. Bon. Il y en a qui pensent que les extraterrestres, tiens, ça va être des êtres évanescents, lumineux. Pourquoi pas? Quand Bernard de Montréal nous parle du corps éthérique, ça ressemblerait à ça, le corps éthérique. Et quand même, le Christ ressuscité était dans son corps éthérique. Il n'était pas aussi lumineux et translucide que ça, parce que les gens le reconnaissaient. Même Thomas a été obligé d'aller mettre sa main dans la plaie du Christ sur le côté, le centurion qui avait percé le côté pour percer la plèvre. Le Christ sur une croix est en train de se noyer dans sa salive, dans son humidité qui était dans ses poumons. Et en perçant la plèvre, ça a juste prolongé son agonie. Et c'est des mythes fondateurs, oui, basés sur des faits réels, comme les enfants qui gardaient les moutons, les petits bergers qu'on voit dans la crèche. C'est bien sûr, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a une réalité absolument réelle dans tout ça. Le Père Noël, on y croit ou on y croit pas. C'est un message qui passe. Et la forme, Bernard en a souvent dit, hey, débarquer des formes, là. C'est bien évident. Le livre La conspiration cosmique, Cosmic Conspiracy, qui dévoilait plein de choses qui sont rapportées maintenant. Ça, c'est un livre traduit en français, La conspiration cosmique, avec la même page couverture, le titre de Stan Deyo, qui a fui les États-Unis pour aller en Australie. On entend parler de l'Australie de ce temps-là. Étrangement, là, le massacre qui a eu lieu en Australie, c'était contre les Juifs qui fêtaient la fête de l'Hanouka, la fête des Lumières. C'était l'époque de Noël. Encore une fois, des correspondances entre les fêtes, que ce soit les bacchanales, ou que ce soit la fête de Noël, ou que ce soit d'autres fêtes, parce qu'on est dans la période de l'année où les journées sont les plus courtes. 6 heures de lumière pour 18 heures d'obscurité. Alors qu'à l'époque de Pâques, ce qu'on appelle
l'équinoxe. Alors là, la journée et la nuit sont équinoxe, équilatéral, même longueur. 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. Et l'autre solstice d'été, celui-là qui n'est pas le 25 juin, mais le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste pour les Canadiens français et les Québécois, ben ça, c'est le contraire. C'est 18 heures d'ensoleillement, de lumière dans la journée pour 6 heures d'obscurité. Ce qui fait 24, parce que quand on dit les journées sont plus longues ou sont plus courtes, non, la journée dure toujours 24 heures. C'est seulement l'ensoleillement qui change. Alors maintenant, on va aller écouter François Chartrand, puis il est rendu quelque part, puis après, on finira avec Bernard de Montréal. On retrouve François Chartrand où il me parlait au téléphone. Alors, je mets simplement le drapeau qu'il avait peint avec moi pour présenter à son père, qui était très content de voir un drapeau avec la fleur de lys rouge au milieu des 4 fleurs de lys blanches sur le drapeau du Québec qui flotte. Il n'y a pas le choix. Ma femme a besoin de moi. Oui, c'est elle qui vient de t'appeler, de téléphoner. Oui, de là-bas. Oui, c'est... Elle tient à toi, c'est important. Ben, retrouvez-vous tous les deux, ça, c'est majeur. Ah oui, c'est ça. Puis le Brésil, je te dis, tu vas être protégé de quelque chose de grave qui s'en vient sur l'hémisphère nord de la planète Terre. Puis moi, j'avais prévu d'y aller avec mon plus vieux. Quand il était plus jeune, j'ai dit un jour, on va aller vivre au Brésil. Ouais. Parce qu'il y a des événements qui vont nous y amener. Puis moi, j'ai une autre méthode pour descendre là-bas au besoin, là. Parce que quand ça va être le temps, ça va être le temps. Tant que c'est pas le temps, mais on est bien là où on est, là, pour le moment. Oui, ben, tu peux y aller en voilier, là, il y a plein de monde. Oui, mais je connais des gens qui m'ont apporté le journal du jour de Rio de Janeiro. Ils sont allés, dans la même journée, ils sont allés, puis ils sont revenus, puis ils me l'ont apporté à la maison à Saint-Hilaire en disant, c'est ça, tu voulais avoir la preuve qu'on est capable d'aller au Brésil en quelques heures, puis même pas quelques heures, puis revenir. Ben, c'était le journal de la journée même. Eh bien. Il y en a qui ont des passes. Oui. Moi, je ne sais pas comment c'est possible que je me retrouve au Brésil. C'était pas planifié. T'es protégé, peut-être, François, sans le savoir, t'es peut-être très protégé comme tu peux pas t'imaginer. L'hémisphère nord de la planète va être, je dis pas tout détruit, mais va être inviable à cause des radiations et de tout le reste. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui se passent dans le nord avec la gang de malades. J'ai l'impression que, l'idée, j'ai toujours été protégé. Je te dis ça comme ça. Saint-Jean-Bosco, qui est le patron du Brésil, a fait une prophétie en disant un jour, l'humanité sera sauvée par le Brésil. Puis c'était la prophétie de Saint-Jean-Bosco. Les gens érudits, j'en ai parlé une fois dans une émission avec un monsieur Jan Polczynski, puis il savait. Il dit, ben oui. J'en ai parlé avec un Brésilien qui était mon contact à Rio. Puis, quand j'y ai commencé à y dire Saint-Jean-Bosco, oui, il dit exactement. Il dit, c'est la prophétie. Tu arriveras là-bas, puis tu pourras demander à des gens, ils vont te le dire. Saint-Jean-Bosco, je sais pas. Oui, Saint-Jean-Bosco. Ben, moi, je sais que le Brésil, c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Plus que n'importe quel autre endroit dans le monde. C'est vraiment formidable. Puis la région où il peut être, c'est une région très, très fertile. Fait qu'il y a peut-être un libre-échange à conclure avec les Brésiliens entre le Brésil et le Québec. Parce qu'au Québec, on a beaucoup de choses qui manquent là-bas, et inversement. Là, est-ce que tu parles un peu le portugais? Non. Bon, ben tu vas voir que dans pas longtemps, tu vas le parler. Ben, ça ressemble beaucoup au français, c'est comme un peu l'espagnol. Puis tu vas être capable de te débrouiller, puis rapidement, tu vas comprendre les mots clés, puis tu vas être intelligent, fait que ça va être... je te gage que la prochaine fois que je te parle, tu vas être capable de me parler en portugais, parce que là-bas, c'est pas l'espagnol, c'est le portugais.
Oui, ben c'est possible que je l'apprenne rapidement, parce que je l'avais appris l'espagnol, je l'avais appris très rapidement quand j'étais au Mexique. Ah, habla espagnol. Oui, l'espagnol. J'ai passé 3-4 mois là-bas, puis en dernier, je n'étais pas de parler un peu. Ben oui. Ben là, écoute, avec l'hiver qui a commencé raide, là, tu vas être bien là-bas, tu vas être au chaud pendant tout le temps que l'hiver va passer, puis ça sera pas drôle. Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais confiance à... Oui, oui. Prends ça peut-être un coup du destin qui est extraordinaire. Pour toi, là. C'est vraiment incroyable, là, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand même difficile, tu sais, de quitter le Québec, mais je pense que c'est une bonne chose, là, que je prends une distance, ça reviendrait plus fort. S'il faut que tu reviennes. Si tu reviens, le monde aura changé. C'est pas rien que le Québec, le monde aura changé. Le monde, moi, je pense que dans les mois qui viennent, le monde sera plus reconnaissable. Ben, regarde, tu as déjà commencé à connaître c'est quoi la méthode qu'ils utilisent. Si tu veux avoir ta pension de vieux, il faut que tu sois vacciné. Si tu veux avoir droit au chômage, il faut que tu sois vacciné. Puis le vaccin qui contient des particules affectés par les champs électromagnétiques, ils peuvent être des gens victimes de pulsions ou d'impulsions à différents endroits, puis ils se servent des champs magnétiques provoqués par l'électricité, tout simplement. Ah ouais. Puis là, on entend dire qu'Hydro-Québec est de plus en plus fragile. On ne sait pas pourquoi, mais dans le temps, c'était pas une petite tempête, il n'y avait même pas une tempête. La première neige qui est tombée au Québec, il y a eu 800 000 abonnés hors circuit. 800 000 abonnés hors circuit d'Hydro-Québec au début de l'hiver, même pas l'hiver n'était pas commencé, ça a commencé rien qu'à la fin du mois de décembre, puis on n'est même pas rendu là. Au début de novembre. Mais tous les réseaux de distribution électrique dans le monde entier sont fragilisés par la surfaction électromagnétique de la planète. Oui, il y a ça aussi. Il y a des exemples de ça. C'est dans le monde entier, là, les réseaux électriques sont fragilisés. Au Canada, la nuit dernière, on a battu le record de la température la plus basse, moins 51 degrés Celsius. Oui, Geneviève, elle me précise, moins 53 degrés. Évidemment, c'est pas au Québec, là, c'était dans le Grand Nord canadien, là, les territoires du Nord-Ouest. Là. C'est pas un record, ça? Ben, c'est un record pour la précocité. Maintenant, c'est tellement arrivé de bonne heure que ça se voyait plutôt janvier, février. Mais là... C'est des extrêmes. Hein? Ouais. Au Brésil, c'est chaud. Nous autres, on est dans le nord du Brésil, on est proche de l'équateur. Brésil, t'es en bas de l'équateur. Tu vas être à l'été, toi, là? Oui, mais je vais être dans le nord du Brésil. Oui, même si t'es dans le nord du Brésil, OK, t'approches de l'équateur. Oui, c'est ça. C'est au nord, là, c'est vraiment pas loin de l'équateur parce que c'est grand le Brésil. Ah, ben, t'es dans le bout de l'Amazone, là? Oui, c'est ça. On prend l'avion jusqu'à Sao Paulo. OK. Puis après ça, il faut que je remonte 2700 km vers le nord. Oui, c'est ça. C'est comme atterrir en Floride pour aller à New York. Oui. Ben, c'est pas mal plus sauvage en haut, là. C'est moins... Il y a beaucoup de monde partout, pareil, mais... C'est une région agricole. Tout le long de l'Amazone, les locaux ont été contactés et ils ont vu des êtres sortir de soucoupe volante. Tout le long. Il y a eu plein, moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé pour des entreprises, puis ils m'ont dit, on leur parle, puis ils nous racontent que ces êtres-là, ils ont même un contact psychique avec eux autres, puis j'ai eu plein de témoignages, entre autres une petite fille d'une douzaine d'années qui s'était fracturé le genou en tombant, puis la roche, sur une roche, puis ça avait fendu son genou.
et le genou commençait à avoir de la gangrène, de la putréfaction. Et puis la mère pleurait à tous les saints du ciel, puis l'OVNI est arrivé. Il y a un être qui est sorti, qui est venu prendre la petite, il l'a amenée dans l'OVNI. Ça a pris à peu près 15 minutes. Elle est sortie sur ses 2 jambes, complètement guérie. Ouais. Il y a beaucoup d'activités là-bas. Normal, les Brésiliens sont très ouverts. Tu auras peut-être plus accès à ton téléphone cellulaire, par exemple? Non, c'est ça. J'aurais pu. C'est pas de service quand même. C'est pour ça que je voulais te parler avant de partir. Ben, c'est le fun. Moi, je suis content de te parler. Puis, si tu l'apportes avec toi, puis qu'à un moment donné, tu as quelque chose à m'apprendre ou à me dire, même à frère renversé, ça me dérangera pas. Ouais, c'est ça. Ben, garde ton numéro de téléphone. Puis, oui. On peut se parler, c'est sûr. Oui. Puis, si tu as un message à passer à Martin ou quelque chose, tu m'appelles. On peut se contacter par Wi-Fi, le WhatsApp. Oui. On reste en contact, Richard. Ben là, ça te dérange pas que j'en parle à mon émission, que t'as quitté le Québec. Mais c'est pas à cause de l'oiseau moqueur, là. Non, c'est à cause du fait que j'arrive pas à gagner ma vie. Tous mes projets, ils sont en suspens. Ça fait des années, je dis aux gens, il faut se rassembler, il faut organiser des rassemblements, des réunions en personne. C'est vital, il faut arrêter de dépendre des réseaux sociaux pour nous. Oui. Le message de François a été entendu. Il y a une façon de percevoir l'avenir du monde, alors qu'il y en a d'autres qui savent que les dés sont pipés et qu'il y aura une intervention nécessaire. Autrement, ça va être un peu comme le déluge. Qui pouvait vraiment aller contre le déluge? À part de Noé qui avait été averti. Mais les autres qui riaient de Noé qui montait en haut d'une montagne en train de se fabriquer une arche, un bateau, ça n'avait pas d'allure. Ouais. Il y a des gens qui pensent que quand tu n'as pas d'allure, tu es dans le champ. Tu es peut-être celui qui va être épargné de certains problèmes qui vont arriver. Et pour renfoncer le clou d'une manière définitive, je vais vous faire entendre Bernard de Montréal. Tout le monde le connaît. Encore une fois, c'était par Richard Glenn que vous avez... Parce que là, je fais toujours un petit parallèle entre le fait qu'on est dans la 50e année d'ésotérisme expérimental pour faire réaliser à quel point 50 ans de diffusion toutes les semaines, c'était pour influencer la pensée globale des Québécois. Et ça l'a été. Il y a eu des éléments chocs, des éléments initiatiques. Une initiation, en général, c'est pas dans la douceur que ça se fait. Ça crée un choc, puis après, tu passes au-delà et tu peux comprendre des choses qui vont plus loin. Bernard de Montréal a souvent utilisé le terme supramental. Je donne une explication ici assez claire. Bernard de Montréal, il est dans le supramental de la tête. C'est luciférien, la lumière. OK? Si vous lisez tout ce qui est écrit là, c'est manipulé et il est contacté de cette façon-là. Alors que celui du milieu qui s'appelle Sri Aurobindo, la mère, alors lui, c'est plus dans l'énergie christique que l'énergie luciférienne. Et lui, ça va être l'enthousiasme, l'émotion, c'est la voix du cœur. Il n'est pas manipulé, lui, il est fusionné et missionné pour le phénomène extraterrestre au lieu d'être juste contacté. Bernard entendait une voix dans sa tête qui lui disait, qui lui parlait, puis il répétait. Il répétait ce qu'il entendait, le mot à mot. Louise Courteau, qui était venue avec moi à quelques reprises à des conférences de Bernard, a dit, c'est incroyable, les mots justes qu'il dit, on n'a même pas besoin de faire des corrections dans les phrases, tout est parfait, un peu comme Mathieu Bock-Côté, à sa manière. Et, oui, vous le reconnaissez, Hitler, lui aussi, il avait le verbe facile, et puis il parlait fort, puis tout ça. Ben, lui, il était dirigé par c'est satanique, Harriman, on pourrait dire. Et c'était imposé. Qu'est-ce que c'est qui est marqué là? Ah oui, imposé, c'est ça. Lui, il était programmé, un peu comme un robot.
C'est vraiment une programmation, clang, 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 clang. Et lui-même a commencé à jouer de l'ego à la fin parce qu'il aurait pu gagner la Troisième Guerre mondiale. Définitivement, on serait dans une Europe nazie. Les États-Unis auraient pris le contrôle des deux Amériques. Et la partie Asie, elle, Chine et tout le côté asiatique. Tout ça, vous retrouvez les détails de ça, justement, dans le livre La conspiration cosmique. Tout était écrit par Standeyo il y a longtemps. Alors, il y a plein de choses qui se traduisent et qui se donnent comme explication. On écoute maintenant Bernard de Montréal. Attention, ça va frapper. Et on va comprendre, puis on va s'expliquer après. D'ailleurs, il y a un film de Spielberg qui s'en vient sur le phénomène extraterrestre. On en parle après, Bernard. J'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astraux, les gens qui font des voyages, que l'univers est divisé en 3 champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur, il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité, la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des ovnis. Ces ovnis ne sont pas réels. Ces ovnis peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début, qui sèment de la confusion dans l'esprit humain. Et les hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait. Je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction, ils s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ce que certains ésotéristes appellent la 6e race. Et le développement de la 6e race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Ce combat se joue entre qui et qui actuellement? Ce combat se joue entre les forces de différents astros. Évidemment, je vous recommande de regarder ou d'écouter surtout les vidéos qui sont de Bernard de Montréal sur Internet. Il y en a une profusion. Bernard de Montréal International, entre autres, et d'autres. Et réécoutez, mais faites attention d'avoir du discernement et ne pas tomber dans le piège de la fascination. Là, il s'en vient dans les écrans des cinémas quelque chose d'assez choquant. C'est fait par Spielberg. Ça va s'appeler Disclosure Day. Le jour de la disclosure, de l'ouverture, de la libération de l'information, de la révélation. Oui, c'est du Spielberg. La plus belle série que Spielberg a faite sur le phénomène extraterrestre, ça s'appelait Taken.
C'est pas juste un épisode, c'était plusieurs épisodes d'1 heure. Alors, Disclosure Day, histoire par Spielberg, dirigée, c'est-à-dire réalisation en français, ce serait réalisé par Steven Spielberg, pour le 10 juin 2026. Ah, 10 juin 2026. Et le scénario a été écrit par David Coop. Mais je pense qu'il a déjà fait quelque chose de grand dans le cinéma. Notre ami Pierre-Charles Dubreuil va venir nous en parler quand le film va être de plus en plus évident. Allez voir vous le voyez ici, là, il y a même quelque chose en français aussi de ce film-là. Il parlait du corps éthérique. On pourrait aller jusqu'à parler des midi-chloriens avec des êtres en rapport avec la guerre des étoiles. C'était des midi-chloriens. Ça fait bien des choses. Bernard de Montréal a bousculé beaucoup de gens dans l'information. Et je vous recommande de prendre un grand risque, d'aller voir. Toute l'histoire est un faux. Cette série-là qui appartient à un site qui s'appelle L'Archiviste. Attention, ça a été mis en onde depuis à peine 1 mois, même pas. Ça contient plein d'informations dans des petites vidéos qui dépassent rarement 25 minutes. L'électricité, à une époque pas si lointaine, vous reconnaissez la Tour Eiffel, vous reconnaissez les travaux de Nikola Tesla. À une époque, Nikola Tesla circulait avec une automobile qui n'avait pas de gasoline du tout, et ça fonctionnait très bien. Alors, je vous préviens, c'est scandaleux. Ça va secouer beaucoup de monde, et c'est une très bonne chose. On en viendra un jour à expliquer de manière beaucoup plus ésotérique encore toute cette démarche que j'essaie d'instiller dans la population du Québec pour comprendre que c'est loin d'être juste la matière. La matière, c'est 1/3, l'âme, 1/3. Alors, les éliques, les psychiques et les pneumatiques. Normaliser le paranormal, se ressourcer à l'énergie vitale ou apprivoiser la mort. Telle était la raison pour laquelle j'ai fait ésotérisme expérimental depuis tant d'années. Je les répète, c'est normaliser le paranormal, se ressourcer à l'énergie vitale et apprivoiser la mort. La mort, mourir, amour, ça veut dire sans mourir. C'est la clé, l'amour. Et on est à la veille de Noël, ou peut-être que vous avez vu l'émission après Noël, mais c'est une période de l'année où on est au plus profond de l'obscurité, parce que les journées sont très courtes, pour nous permettre de retrouver la lumière intérieure, Hanouka. Il y a les vierges folles, les vierges sages. Les vierges folles ont utilisé de petites lumières à l'huile et attendaient le maître qui revenait de voyage. Et ils étaient tout excités, puis avec les lumières allumées. Les vierges sages ont pris leur temps, ont économisé l'huile. Et lorsque le maître est arrivé, les vierges folles étaient parties rechercher de l'huile pour compenser, parce qu'il n'y en avait plus assez dans leur petite lampe à l'huile. Alors, le maître a dit, vous êtes là à m'accueillir, je m'occupe maintenant de vous. Allez, il faut choisir notre camp. Merci de votre attention. On va se quitter sur un coucher de soleil que vous avez déjà vu depuis quelques semaines. C'est très beau, ça explique bien cette descente de la lumière qui va reprendre la puissance pour les 6 prochains mois. Jusqu'au mois de juin. Merci de votre attention. Bonnes vacances et vous verrez à la toute fin le souhait que je vais vous faire. C'est pas joyeux Noël. Écoutez, à la toute fin. Merci, à bientôt. Bien oui, c'est ainsi que se termine cette 51e émission
Encore une pour terminer l'année. Et nous serons dans la 50e année d'ésotérisme expérimental pour 2026. Très beau coucher de soleil, n'est-ce pas? Alors, c'était la musique extraite de cet album Bénédiction de Steve Trottier que vous pouvez aller écouter sur son site stevetrottier.ca. Il y a aussi d'autres compositions, parfois même en compagnie de Patrick Bernard. Suggestion comme cadeau de Noël ou du jour de l'an maintenant. Un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Merci. Et voici nos suggestions. D'abord, une rencontre qui portait le numéro 00, c'était il y a 2 ans, en 2023. Voici le lien avec le fameux site Archiviste. Merci de votre attention. Et je vous souhaite, en mon nom et au nom de toute notre équipe, de passer un heureux temps des fêtes. À bientôt.